Alors, je vais commencer en donnant quelques instructions. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à la session d'aujourd'hui de Belém au Canada. Merci d'être là avec nous. Orsi à la COP 30, perspective et futures voies de plaidoyer. On aura l'interprétation simultanée en anglais et en français. Alors maintenant, quelques détails concernant l'utilisation de l'interprétation. Vous devez être connecté via l'audio de votre ordinateur pour participer à la session d'interprétation. Dans la fenêtre Zoom, recherchez l'icône d'interprétation, un globe terrestre. Dans la barre d'outils, située en bas de la fenêtre. Si vous ne voyez pas l'option d'interprétation, essayez les trois petits points, le mot plus, et cherchez le mot interprétation. Une fois que vous avez cliqué sur interprétation, vous devez choisir votre langue, le français, dans laquelle vous souhaitez participer. Et c'est la langue que vous voulez parler et écouter. Simplement, pour que vous sachiez, cette séance sera enregistrée. Une fois que nous aurons commencé, les participants seront mis en sourdine et vous pouvez utiliser la fonction du chat pour vous saluer maintenant. Saskia, à toi maintenant. Oui, merci Geneviève. Alors, j'aimerais passer un peu l'ordre du jour avec vous. Donc, nous commençons par une reconnaissance territoriale de Tara, suivie d'une prière d'ouverture faite par Darlene. Ensuite, nous présenterons brièvement Lorcie à ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Alors, à droite, vous voyez que nous avons trois réflexions communes aujourd'hui, trois domaines clés. Comprendre pourquoi la participation de la société civile est essentielle dans les négociations sur le climat, reconnaître le leadership moral et éthique unique des communautés religieuses ont apporté à la COP 30 et identifier les opportunités d'action à venir grâce à la voie collective du BCRI. Après, il y aura une période de questions-réponses. Donc, vous pouvez écrire vos questions dans le chat à n'importe quel moment. Et on va répondre à cela dans la dernière partie. Alors maintenant, je vais passer la parole à Tara. Merci beaucoup. Alors moi, je me joins à vous depuis le territoire traditionnel non cédé de la nation Anishinaabe-Algonquin, non loin de Kichisibi, la grande rivière, la rivière des Outaouais, aussi connue cela. Je vais prendre un moment pour reconnaître l'importance du territoire d'où nous nous connectons chacune d'un océan à l'autre. Ce sont les territoires ancestraux non cédés des Inuits, des Premières Nations et des Métis. C'est l'occasion de réaffirmer notre engagement et notre responsabilité dans l'amélioration des relations entre les nations et dans notre propre compréhension des peuples autochtones, leur culture et leurs terres. Lors de la COP 30, une délégation composée de milliers de défenseurs de terres amazoniennes, dirigée par des Autochtones, s'est rendue à Belém pour faire passer le message que la grande forêt tropicale est un tournant
Et à cette occasion, j'aimerais observer une minute de silence pour les défenseurs de la terre, de l'eau, partout dans le monde, mais aussi prendre le temps de réfléchir à d'autres formes historiques et actuelles de préjudice colonial afin d'examiner comment chacun d'entre nous, à sa manière, peut aller de l'avant dans un esprit d'humilité culturelle, de vérité, de décolonisation, de guérison et de collaboration. Alors, on prend quelques instants de silence. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre le nom du territoire ou des traités d'où vous venez dans le chat. Et puis, je vais passer la parole maintenant à Darlene, qui va nous guider dans un temps de prière. Oui, merci Tara. Alors, pour faire un peu du pouce sur s'enraciner dans une présence, je veux partager cette prière qui est une bénédiction pour la présence par John O'Donoghue. Puissiez-vous vous éveiller au mystère d'être ici et entrer dans l'immensité tranquille de votre propre présence. Si vous trouvez la joie et la paix dans ce temple de vos sens, si vous recevoir un grand encouragement lorsque de nouvelles frontières s'ouvrent à vous, puissiez-vous répondre à l'appel de votre don et trouver le courage de suivre son chemin, que la flamme de la colère vous libère de la fausseté, que la chaleur de votre cœur embrase votre présence et que l'anxiété ne s'attarde jamais sur vous. Que votre dignité extérieure reflète la dignité intérieure de votre âme. Puissiez-vous prendre le temps de célébrer les miracles discrets qui ne cherchent pas à attirer l'attention. Et puissiez-vous être consolé par la symétrie secrète de votre âme. Puissiez-vous vivre chaque jour comme un cadeau sacré, tissé autour du cœur de l'émerveillement. Amen. Merci, Darlene, de nous avoir ancrés dans la prière, d'avoir centré nos cœurs pour les réflexions qui suivront. Je vais commencer en partageant brièvement sur qui nous sommes et ce que nous faisons. BCRI, Bureau des congrégations religieuses pour l'écologie intégrale. Alors, ça a été créé en juin 2021, le Bureau des congrégations religieuses pour l'écologie intégrale, qui a renforcé la capacité de plus d'une vingtaine de congrégations religieuses catholiques à collaborer pour accroître leur impact sur le changement politique en faveur de la justice sociale et écologique. Alors, que faisons-nous concrètement à BCRI? Notre travail couvre toute une gamme d'outils de plaidoyer allant des notes d'orientation, des lettres au ministre, soumission de politique et journées de lobbying. Nous soutenons aussi la formation dans les congrégations. Alors, tous ces différents aspects, ces éléments se combinent pour renforcer notre voix collective en faveur de la justice climatique. Avant de... Oh, bien. Alors, avant qu'on se plonge dans nos réflexions sur la COP30 aujourd'hui, j'aimerais savoir dans quelle mesure vous avez suivi la conférence COP30 cette année. Puis ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas pu la suivre, parce que nous avons tous des vies bien occupées et c'est tout à fait normal, mais cela nous aidera simplement à comprendre d'où vient chaque personne afin de rendre la conversation d'aujourd'hui aussi constructive que possible.
Alors, nous allons ouvrir un petit sondage à votre écran et vous faites simplement choisir l'une des 4 options. Alors, prendre un instant. Alors, vous voyez les 4 choix. On peut prendre un instant pour vous permettre de répondre au sondage. Je pense que c'est bien. Très bien. Puis, moi aussi, j'ai pu répondre. Donc, Karen peut peut-être partager les réponses. Alors, il y a des gens qui ont suivi de très près, mais la majorité est en milieu. Je suis contente qu'il n'y ait personne qui en a jamais entendu parler, donc tout le monde a un point de référence. C'est bien, ça. Je vais maintenant fermer cette fenêtre. Bien. Alors maintenant, je passe la parole à Geneviève. Allons-y. COP 30. La 30e conférence des Nations unies sur les changements climatiques s'est récemment tenue à Belém, au nord-ouest du Brésil. Ça marquait le 10e anniversaire de l'accord de Paris, dans lequel 195 pays se sont engagés à limiter le réchauffement climatique. Bonne nouvelle, nous sommes en train d'infléchir la courbe des émissions responsables pour la première fois, ce qui veut dire moins de risques. Moins de risques pour les gens, pour les populations, les écosystèmes, tout en contribuant à transférer des milliards de dollars des énergies fossiles vers les énergies propres. Et le succès final de l'accord de Paris dépendra de la capacité des dirigeants politiques de leur gouvernement à faire preuve du courage nécessaire pour combler le fossé entre les ambitions et les actions de courage nécessaires pour éliminer progressivement les combustibles fossiles, pour augmenter le financement d'une transition juste. Comment nos dirigeants élus feront-ils preuve de courage? Mais grâce à nous, la COP 30 a été différente car elle a donné à la société civile la possibilité de s'exprimer et de contribuer à exercer une certaine pression sur les négociations. Laissez-moi vous décrire le contexte. L'Amazonie, elle est riche en symbolisme, elle représente le monde naturel que nous voulons protéger, un bien commun mondial avec une biodiversité incroyable et un lieu où les droits des peuples autochtones sur la Terre et leur leadership dans les solutions climatiques sont de plus en plus reconnus. Belém nous a également fait vivre une expérience climatique qui a rendu le réchauffement climatique bien réel. Il faisait chaud, vraiment chaud et humide. Et nous avions une présidence très active de la COP et de grandes attentes, une grande ambition de la part du Brésil. Les États-Unis n'étaient pas présents, mais d'autres pays ont été très actifs. Et la COP 30 a donné lieu à certains résultats, ce qui n'est pas négligeable compte tenu du contexte géopolitique. Beaucoup a été dit au sujet des négociations. Dans le débat sur les combustibles fossiles, la COP 30 a eu du mal à parvenir à un consensus sur l'élimination progressive du pétrole, du gaz et du charbon. Le résultat était un accord édulcoré, mais un regain d'urgence pour la pression de la société civile et les voix du Sud, en particulier sur l'équité et le financement, avec des appels à l'annulation de la dette, à une augmentation du financement climatique, à une réforme du système financier mondial et à des contributions équitables. Lorsque des réunions telles que les G7, G20 ou les conférences des Nations unies se tiennent dans le pays du Sud, l'ordre du jour change. Lorsque le G7 s'est réuni au Canada, l'accent a été mis sur le commerce et l'intelligence artificielle. Lorsque le G20 s'est tenu en Afrique du Sud, la crise de la dette était à l'ordre du jour. Avec la COP 30 au Brésil, les demandes en matière de protection territoriale, de délimitation des terres et de gestion autochtone ont été plus importantes.
Parallèle aux négociations de la COP 30, des conférences parallèles ont eu lieu, notamment la Cúpula dos Povos, le sommet des peuples, avec des groupes tels que le mouvement des personnes affectées par les barrages, un mouvement social mené par la population contre les projets de barrages dangereux au Brésil et dans toute l'Amazonie. Et le MAB lutte pour un nouveau modèle énergétique mené par la population au Brésil en travaillant directement avec les populations touchées et en s'organisant à tous les niveaux, du local au national. 30 000 participants et 1 100 organisations étaient présents au sommet pour contester l'ordre du jour officiel de la COP 30 et défendre la souveraineté des peuples traditionnels contre les fausses solutions à la crise climatique mondiale. Personne ne parle anglais. Tout se déroula en portugais brésilien et aussi un des dialectes du Brésil. Comme j'ai participé avec les membres de congrégations religieuses, ce fut pour moi un véritable moment d'apprentissage. Je pensais vraiment que le Brésil organisait une COP parallèle, mais il s'agissait en fait de mobiliser la société civile en Amérique latine et au Brésil. Et wow, le Brésil est vraiment la capitale des mouvements sociaux. J'ai jamais rien vu comme ça. Les mobilisations au Brésil menées par les Brésiliens ont remporté une victoire significative. Après plusieurs jours de manifestations des peuples autochtones à l'ONU, vous voyez un peu la photo en bas, plusieurs jours, le gouvernement fédéral brésilien a annoncé qu'aucun projet ne sera mené sur le fleuve Tapajós sans consentement préalable, libre et éclairé. Et maintenant, le MAB, ce mouvement, est quelque chose de nouveau. Ça devient la création du mouvement international des personnes affectées par les barrages et la crise climatique, afin de renforcer la résistance mondiale face aux catastrophes environnementales et la crise climatique. Saskia, merci. Bon, la question qui tue. Comme Geneviève a déjà mentionné, COP 30, c'était vraiment comme un moment de kairos, kairologique, comme le moment opportun où les conditions étaient enfin réunies pour que la société civile revienne au centre des discussions. Après 3 COP consécutives organisées dans des pays où les droits humains étaient peu respectés, où la présence de la société civile était minime, le 27 en Égypte, COP 28 à Dubaï et COP 29 à Bakou, arriver au Brésil, c'était comme entrer dans une atmosphère complètement différente. On le sentait immédiatement. Les salles étaient animées par des voix fortes, les mouvements de jeunesse, des leaders autochtones, les chercheurs, les professionnels de santé, les communautés religieuses. Tout le monde était présent, visible et déterminé à se faire entendre. Et ce qu'il apportait n'était pas seulement de l'information, mais aussi des expériences vécues, des perspectives morales et un refus de se contenter de fausses solutions, comme on a déjà entendu. Pour nous ici, nos valeurs qui guident notre travail sont ancrées dans l'écologie intégrale. Cela nous a rappelé avec force que la justice climatique ne peut pas tout simplement pas exister avec une large participation, sans une large participation sociale. Et à Belém, ce principe était bien réel. On pouvait le voir dans l'énergie, la diversité, le courage des personnes qui sont présentées au bon moment. Donc, plus concrètement, permettez-moi de vous expliquer comment cela s'est déroulé sur le terrain, où Geneviève et moi nous étions. Alors, comme d'autres organismes de société civile, nous étions présents pour mettre pression sur les négociateurs en exigeant des ambitions en matière de financement climatique, la responsabilité des énergies fossiles et une transition juste. Vous voyez sur les photos, la société civile a vraiment fait pression. Des organisations comme le réseau Action Climat, CANRAC et ses partenaires, dont nous, ont déclaré « Nous ne pouvons pas quitter la COP 30 sans avoir obtenu des garanties sur les prochaines étapes de la transition juste. » Nous avons présenté le mécanisme d'action de Belém. Il s'agit d'une nouvelle architecture mondiale
conçu par la société civile pour coordonner des efforts mondiaux, partager les meilleures pratiques et mobiliser des ressources afin de garantir une transition juste pour les travailleurs, les communautés et les peuples autochtones. Vous voyez la photo, on est comme dans le corridor où il y a eu les négociations officielles. Et on était tout près, les gens de la société civile. Voici maintenant quelque chose d'important que nous avons remarqué. Le Canada est resté silencieux dans cette conversation. Nous avons vu le G7 plus la Chine, l'Union européenne et d'autres proposer des pistes pour le programme de travail, sa transition juste. Et le Canada s'est contenté d'approuver des emplois durables nationaux sans s'engager de manière substantielle en faveur du mécanisme qui pourra relier la coopération mondiale, la justice et l'action climatique. Donc, avant de poursuivre, je voudrais vous montrer une courte vidéo qui rend compte de l'énergie, de l'élan que nous avons pu insuffler à cet espace. Voici Jen s'adressant à Julie Daboussine, notre ministre de l'Environnement au COP et aux négociateurs canadiens qui font pression sur le Canada pour qu'il passe à la vitesse supérieure. Demander au Canada de vraiment agir. Merci beaucoup. Donc, la société civile ne sont pas très intéressés de voir comment. Nous sommes intéressés de voir comment Canada, la transition juste, le programme de travail et aussi partager les meilleures pratiques pour voir ce qui fonctionne dans le Nord, mais sans s'adresser aux problèmes structurels et une façon d'avancer ensemble pour les gens dans le Sud global aussi. Alors, nous voulons voir le Canada prendre un pas de plus et prendre sa place par rapport à ce programme de transition juste. Et surtout, quand on a ce mécanisme d'action Belen, nous apprenons que c'est soutenu par le groupe G7 dans d'autres pays pour avancer et contribuer aujourd'hui. Bien, si vous voulez revoir la vidéo à nouveau, désolé, on a une invitée surprise. Alors, je pense que c'est une bonne nouvelle quand même de pouvoir partager. Donc, le résultat de tout ça, c'est que nous avons gagné. Il faut le dire. Donc, le BAM, le mécanisme d'action de Belém, a été accepté au COP30 et c'est une victoire dont nous pouvons nous réjouir. Il s'agit du cadre fondé sur les droits le plus progressif jamais vu dans une décision de la COP, notamment les droits de l'homme et les droits du travail, le droit à un environnement propre, sain et durable, le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones et la reconnaissance des groupes marginalisés, notamment les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et les personnes d'ascendance africaine. Mais bien sûr, il reste encore beaucoup à faire. Même si le mécanisme a été approuvé, il ne sera pas immédiatement mis en place et nécessite un budget. Il faut donc continuer à militer en vue de la prochaine COP concernant cela. En ce qui concerne les négociations sur le financement de l'adaptation, nous avons appelé un programme d'adaptation ambitieux, au moins très concret, au moins 120 milliards de dollars par an d'ici 2030, versés par les pays développés aux pays en développement, sous forme de subventions afin d'éviter d'alourdir la dette des pays en développement. La société civile a également appelé à l'équité dans la mise en œuvre en ce qui concerne l'adaptation et des indicateurs clairs pour mesurer comment le financement, le transfert de technologie et le renforcement des capacités passeront des pays développés aux pays en développement, conformément à l'accord de Paris.
Un appel a été lancé pour que la COP30 prenne un engagement financier en faveur de l'adaptation, qui soit non seulement important en quantité, mais aussi solide en qualité. Les communautés méritent plus que des chiffres, elles méritent un soutien qu'elles peuvent réellement utiliser. Je pense que vous le voyez un peu, là, la diapo précédente. Alors, c'était accepté pour l'année 2035 par rapport à une date et tout, mais la question se pose sur les indicateurs. Alors, ça aussi, il faut faire le suivi. Alors, si le financement de l'adaptation a été au centre des préoccupations, un autre domaine a également connu un élan important, et la campagne mondiale en faveur de l'élimination progressive des combustibles fossiles. Nous faisons partie d'un mouvement international en pleine expansion en faveur d'un traité de non-prolifération des combustibles fossiles. En réponse au travail mené dans le cadre du traité de non-prolifération des combustibles fossiles, la Colombie et les Pays-Bas ont annoncé la première conférence internationale pour l'élimination progressive des combustibles fossiles prévue en avril à Santa Marta, en Colombie. Cette conférence, à laquelle participeront des gouvernements, des ONG, des universités et des groupes locaux, et de compléter le UNFCCC, et se concentrera sur l'identification des voies juridiques, économiques et sociales nécessaires à l'élimination progressive des combustibles fossiles. C'est une occasion pour nous de faire pression en faveur de principes de transition juste, de lier la dette au financement climatique et de mettre les communautés autochtones et les communautés de première ligne au centre des préoccupations. Alors, on va partager dans le chat le lien qui vient de sortir et vous allez en entendre parler davantage de notre part et d'autres groupes d'autres groupes confessionnels qui s'organisent pour le mois d'avril pour soutenir la conférence. Vous devrez avoir le lien dans le chat sous peu, ceux qui veulent aller apprendre davantage. Merci. Écologie intégrale. Donc, l'un des enseignements ou apprentissages les plus intéressants a été de constater à quel point les questions environnementales étaient définies de manière très restrictive. Il était très clair qu'une approche intégrale était nécessaire. Cela nous semble évident compte tenu de notre expérience, de l'enseignement social catholique et de la compréhension croissante de notre interconnexion avec le monde non humain. Nous avons participé à des espaces de la société civile pour remettre en question cette vision limitée. Par exemple, en apportant la paix, en dénonçant les méfaits du militarisme, tant sur la terre que les populations, ainsi que son coût financier. Comment le Soudan a-t-il pu se mettre une conversion déterminée au niveau national en pleine guerre civile et alors que son pétrole est pillé? Nous avons vraiment besoin d'un cadre écologique intégral dans les forums multilatéraux. Nous avons vu à quel point la diplomatie climatique est de plus en plus relationnelle plutôt que procédurale. Les véritables avancées sont venues des liens humains discrets tissés lors de rencontres fortuites formant des alliances inhabituelles qui reviennent tranquillement le terrain et rendent possibles les avancées politiques futures. Comme vous le voyez sur la photo, tout cela s'est vraiment concrétisé à Belém. C'est la première fois que je vois la photo. Bon, nous étions tous coincés au même endroit, au même moment. Et c'est grâce à cela que nous avons pu contribuer à la pression en faveur du changement. On pouvait sentir à quel point la présence des communautés religieuses était importante, non pas en marge, mais pleinement à la table des négociations. Donc, les communautés religieuses font partie des négociations car nous faisons partie intégrante de la communauté. Donc,
Nous voulons que l'agenda climatique reflète les impacts sociaux réels et pas seulement les priorités du gouvernement ou des entreprises. C'est vrai également, car nous avons un poids social quand on y pense. Il y a des voix qui ne peuvent pas être ignorées dans les négociations mondiales sur le climat. En fait, 5,8 milliards de personnes, soit 84% de la population mondiale, se déclarent religieuses. C'est un gros chiffre, donc nous portons la voix de beaucoup de gens. Lors de la COP 30, pour la première fois, il y a une présence catholique coordonnée qui a apporté le cadre de, de Laudato Si aux questions de financement. Jen a été sollicitée pour conseiller sur un certain nombre de questions. Nous avons travaillé également avec l'Alliance du réseau ecclésial, où l'Église est organisée et mobilisée par Biome. Cela découle de l'expérience du Synode de l'Amazonie. Nous avons rencontré également des groupes d'Océanie, de la région des Grands Lacs, de l'Afrique et de l'Amazonie. À la fin de la COP, désolé. Donc, ce réseau catholique a produit un document intitulé De Belém, une voie synodale mondiale pour la conversion écologique, que certains d'entre vous ont peut-être signé. Donc, dans le texte, on retrouve depuis le cœur de l'Amazonie des cardinaux, des évêques, des ordres religieux et des organisations du monde entier se sont réunis à la COP 30 pour réaffirmer leur engagement envers la création et envers ceux qui souffrent le plus de la crise climatique. Nous allons ajouter le lien dans le clavardage pour que vous puissiez le consulter. Vous pourrez lire la déclaration si vous le souhaitez. Et il y a une très belle photo ici. Un autre élément passionnant que les groupes de l'ORCIE apportent à ces espaces est la dette écologique. C'est un concept qui a commencé à gagner en popularité. La présence et les réflexions du BICRIE lors de l'événement parallèle répondre à l'appel des conférences des évêques catholiques du Sud pour la justice climatique ont contribué à mettre en lumière le leadership prophétique émergent du Sud. Ça a été un moment important pour nous en tant qu'employés du BCRI, car nous faisons partie de la coalition. Et lors de ma participation au panel, j'ai partagé mon expérience en tant que citoyenne binationale. J'ai parlé des impacts climatiques au Honduras. C'est une crise qui euh, a mené à reconstruire à plusieurs reprises, tout en amenant une dette publique insurmontable. En 2025, on parlait de 13 milliards de dollars américains. Ainsi, j'ai raconté mon expérience personnelle, comment j'ai été témoin de trois ouragans majeurs. Par exemple, Mitch en 1998, qui a été dévastateur. Je faisais partie du groupe de secours à l'époque et quand on parle de moments chirologiques, eh bien, c'en est un. J'ai constaté à quel point l'ampleur est grande. Il faut, par exemple, déterrer des maisons et aider les gens. Et plus tard, au Canada, d'un autre point de vue, je suis allée au Honduras et après mon retour en 2019, les ouragans Eta et Iota sont arrivés de façon l'un après l'autre, à quelques mois d'intervalle. Des amis et des membres de ma famille ont perdu leur maison et dans ces moments,
on réalise à quel point c'est vrai. Donc, je voulais partager mon expérience. Ça a été un moment important pour moi. Je voulais euh, en parler en tant que représentante des membres du Honduras et également du BCRI et également en tant que Canadienne. Donc, j'avais trois points de vue différents. Ainsi, j'ai pu me prononcer. De plus, j'ai eu la possibilité de parler avec des sœurs de congrégations religieuses du Honduras. Certaines sont reliées avec les congrégations du BCRI et c'est intéressant. J'ai parlé du travail que le BCRI effectue et les sœurs m'ont dit qu'elles parlaient d'enjeux environnementaux avec leur communauté au sein des écoles, par exemple. Et on en parlait d'un point de vue de conversion écologique, de faire partie de la solution. Ainsi, il faut prendre soin de l'eau, il faut recycler. Et je trouvais ça choquant, euh, par exemple, de parler de justice climatique en étant au Canada, en venant du Honduras, comme s'il fallait que les gens du Honduras devaient faire mieux. Oui, bien sûr, il faut faire mieux, mais la justice climatique au Canada est, est différente. Il faut davantage d'informations, en fait. Il faut davantage euh, d'informations pour les communautés. Et ils veulent faire partie du mouvement, mais c'est une nouvelle perspective pour eux. Donc, j'ai pu en parler lors du panel. Le document que l'évêque a partagé n'est pas seulement pour être publié sur un site web. Il faut que ce soit la graine pour les congrégations et les églises, pour que de façon concrète, nous puissions remédier aux enjeux mentionnés dans le document. De plus, sur la photo à gauche, peut-être à droite, je ne sais pas de quel côté vous le voyez. Bon, sur la photo, il y avait la sœur Immaculée Tucingiri. J'espère que je le prononce correctement. Et elle représentait sa congrégation. Elle faisait partie du panel également. Ce sont les Medical Mission Sisters de l'Ouganda. Elles sont présentes sur 5 continents. Sœur Immaculée nous a rappelé en fait que nous, il faut entendre le cri de la terre et le cri des pauvres. Elle l'a expliqué de façon très concrète. Elle a dit que grâce au document, il faut comprendre que guérir ne signifie pas seulement soigner une maladie, il s'agit également de prendre soin de la personne dans son ensemble, de la communauté toute entière et en fin de compte de l'écosystème. Nous avons compris que la véritable guérison ne peut être dissociée de la santé de la planète. Elle nous a rappelé que notre mission nous rappelle que la justice écologique n'est pas une option. Elle est l'expression de notre spiritualité et de notre profonde révérence pour la création de Dieu. Et c'est le point de vue qu'elle a apporté. Pendant que j'étais là, j'ai expliqué comment un document tel que celui rédigé par les cardinaux du Sud peut aider à informer les congrégations et les paroisses. Mais nous devons travailler ensemble, pas seulement dans le cadre d'une coalition Nord-Sud. Il, f- il faut le faire de façon concrète pour euh, remédier aux questions de réparation écologique. En fin de compte, c'est l'essentiel du document. C'est une proposition audacieuse pour former.
visant à former une coalition Nord-Sud. Donc, nous voulons créer des ponts entre les églises, les ONG, les groupes autochtones et les partenaires internationaux. C'est le travail qui se trouve devant nous. Et pour conclure ce segment, après l'événement, j'ai eu l'occasion de rencontrer des représentants de Caritas Latinoamérica. Certains d'entre eux étaient intéressés par un partenariat avec des organisations telles que le BCRI afin d'étudier la possibilité de créer un observatoire ecclésial pour la justice climatique. Et nous avons déjà tenu, et donc, quand nous sommes revenus au Canada, nous avons tenu des réunions exploratoires sur ce projet et nous voulons voir où ça pourra nous mener. Je vais m'arrêter ici pour la participation et céder la parole à Geneviève. Merci. L'un des aspects les plus marquants de notre séjour à Belém a été le sentiment de dissonance que nous avons ressenti presque à chaque jour. Il y avait un décalage entre ce qui se passait à l'intérieur des murs de l'espace de l'ONU et le monde réel à l'extérieur. Le décalage entre les discussions sur l'environnement et l'utilisation intensive de la climatisation pour lutter contre la chaleur, ou alors les discussions interminables sur la formulation d'une sous-section d'un document. Le décalage le plus douloureux était le silence du Canada sur presque toutes les questions principales de la COP30. C'était assourdissant et très décevant. Les dirigeants élus étaient à peine présents et lorsqu'ils l'étaient, c'était pour faire des annonces sur des politiques déjà promises, par exemple sur le méthane et les financements climatiques. Mais il n'y avait rien de nouveau, c'était uniquement du réchauffé. Donc, il y a eu un déni de l'évolution du rôle international du Canada. Et nos dirigeants continuent de parler comme si le Canada était toujours un artisan de la paix, un leader en matière d'environnement et un défenseur des droits de la paix, de la personne. Merci. Ah, c'est une de mes photos préférées. Ce sont les sœurs avec qui nous sommes restés au Brésil. Donc, nous approchons de la fin de la présentation et pour conclure, je voudrais souligner un élément qui est apparu très clairement lors de la COP30. Une grande partie de ce travail consiste à établir les relations et la confiance nécessaire à un changement politique à long terme. Nous avons constaté que les tâches nous aident à accomplir des choses, mais les véritables ouvertures, les véritables changements proviennent des rencontres humaines que nous avons fait là-bas. Ils font les mêmes choses que nous, avec le même sentiment d'urgence. Le plaidoyer traditionnel consiste en des pétitions, des lettres, et en fait, ce qui se produit souvent, c'est que le plaidoyer relationnel également a cours et c'est différent. Ce sont les rencontres en personne qui perturbent, adoucissent et réorientent l'espace. Nous avons appris que la diplomatie climatique est de plus en plus relationnelle et non plus procédurale. Et pour beaucoup d'entre nous, cela s'est concrétisé dans les moments les plus simples quand nous étions là-bas. Par exemple, en renforçant les réseaux, en faisant partie de la coalition, nous avons créé de nouvelles alliances inhabituelles, si on peut le dire ainsi. Et cela se faisait avec d'autres défenseurs du monde entier. Pendant, par exemple, qu'on attendait l'autobus, quand on échangeait sur nos espoirs et nos défis, des rencontres dans les files d'attente et des échanges de cartes de visite. Et c'était le cas avec les délégués canadiens également.
Je pense que ces moments ont permis d'instaurer la confiance, d'ouvrir la voie à de futures invitations. Et je pense que le BCRI a pu en tirer profit. Vous avez vu la vidéo avec Jen qui parlait au ministère. Donc, je pense que ça montre le ton des conversations. Je pense que nous avons à tirer profit de ces conversations. Finalement, Jen et moi-même voulons rendre hommage au travail visible, mais également les changements invisibles qui se sont produits lors de la COP30. Nous l'avons constaté car nous étions prêts à mener toutes les actions officielles, par exemple les réunions, les pétitions, les déclarations, communiqués de presse. Nous l'avons fait, mais les moments qui ont vraiment compté, que je ressens encore dans mon cœur, sont les rencontres avec les gens. Pour conclure, j'ai mis une photo des sœurs de Saint-Joseph du Brésil. Nous étions avec 9 femmes, 9 sœurs du Brésil lors du voyage. Nous avons ici Barbara qui vient des États-Unis également. Et elle nous accompagnait à chaque jour. Elle disait, vous êtes notre voix dans cet espace. Et c'est parce que nous sommes dans la zone bleue, l'accès limité de l'ONU. Ainsi, ces mots nous ont ancrés dans la réalité. À chaque fois qu'on quittait pour entamer la journée, ça nous rappelait qui nous représentions et pourquoi notre travail était aussi important. Je pense que la COP30 a, n- a mis en lumière les défis, mais il faut également voir ce qui est porteur d'espoir. Donc, après les plaidoyers, les rencontres, les avancées, il faut conclure en parlant de ce qui est porteur d'espoir. Les COP pourraient être différentes dans les années à venir. Avec la situation géopolitique actuelle, il pourrait y avoir une coalition des volontaires, par exemple les Pays-Bas, la Colombie, qui souhaitent s'unir et avoir une conversation multilatérale. Certains pays vont également être en retrait et certains qui se retrouveront entre les deux. Ainsi, il faut garder en tête que la société civile continue de faire pression. Oui, nous visons la Lune et on veut que le meilleur se produise, mais ça ne fonctionne pas toujours du premier coup. Mais il faut garder en tête que les choses évoluent malgré tout. Le chemin vers la justice est complexe et non linéaire. Nous faisons, par exemple, un pas en avant, puis nous reculons. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous devons continuer de pousser vers l'avant. Ah, j'ai une dernière chose à dire. En gros, je voulais vous rappeler le rôle de notre coalition. C'est de continuer à se battre. Et même si lorsque les résultats ne sont pas parfaits, c'est ce que nous avons appris là-bas. L'espoir n'est pas passif, c'est quelque chose que nous pratiquons ensemble.
Et sur ce, je vais céder la parole à Geneviève, qui va nous parler des prochaines étapes. Merci, Saskia. Alors que nous étions à Belém, tout d'un coup, nous avons appris que le premier ministre Carney a signé un protocole d'entente avec l'Alberta. C'était vraiment étrange. Et voici le projet sur lequel le VCRI travaille et comment vous pouvez les soutenir. Donc, nous voulons continuer de plaider en faveur d'une plus grande ambition climatique et inciter le gouvernement fédéral canadien à adopter des objectifs climatiques plus ambitieux plutôt que de se contenter d'atteindre moins élevés, dictés par des pressions économiques à court terme. Tous devra être réécrit si on pense que ça va aider notre économie, et ce n'est pas la façon d'aller de l'avant. De plus, il faut être vigilant, s'assurer que le Canada ne compromette pas ses normes environnementales, ses objectifs climatiques et les droits des peuples autochtones. Et c'est ce qui se passe avec les projets d'intérêt nationaux ou alors les minéraux critiques. Ce sont deux. Il y a également le financement climatique et l'annulation de la dette. Nous voulons et il y a la tarification du carbone comme outil prioritaire. Et finalement, il faut continuer à élaborer les politiques climatiques dans une perspective d'interconnexion entre les questions environnementales et de justice sociale, en veillant à ce que nos politiques climatiques servent le bien commun et protègent notre avenir commun pour les générations à venir. Et j'ai une suggestion très simple de ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ici, vous voyez la campagne, une campagne suggérée. Plusieurs d'entre vous ont signé des pétitions et nous avons recueilli 70 000 signatures. Ici, et je vais vous le lire, c'est euh, ce sont des appels à l'action actualisés et ciblés pour le gouvernement fédéral canadien. Ainsi, c'est une stratégie de militantisme avec une pétition parlementaire et nous allons donc ainsi offrir 70 000 signatures pour cette pétition. Mais nous avons besoin d'une concentration canadienne. Ainsi, nous allons parler de l'annulation de la dette, par exemple, créer davantage d'attention également. Pour ce faire, vous devez rencontrer des députés à l'échelle locale et proposer des pétitions pour que ce soit lu en chambre grâce aux députés. Et cela nécessitera une réponse du gouvernement. Vous allez recevoir un courriel de Saskia et moi avec les informations. C'est sur notre site web également. On mettra le lien dans le clavardage également. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis quelques mois et on vous invite à faire partie de ce projet pour que l'annulation de la dette arrive au dernier stade. Merci énormément de nous avoir accompagnés dans ce voyage aller-retour entre Ottawa et Belém. Maintenant, je vais passer la parole à Joe qui va animer la période de questions. Merci. Merci, Jen. Si vous voulez poser une question, vous pouvez lever la main. Pat, je vois que vous avez la main levée. Pouvez-vous nous sentir davantage si c'est possible que les gens qui aient signé la pétition, par exemple, est-ce que c'est possible de re-signer la pétition? Car le militantisme est différent maintenant. Merci de poser cette question, Pat. C'est très utile. Nous avons 70 000 Canadiens qui ont signé la pétition.
Et c'était une pétition qui demandait l'annulation de la dette. Cette pétition-ci, par contre, fait en sorte que n'importe quel résident canadien peut le signer. Et ici, on demande à ce que le Canada initie une révision de la dette et d'annuler les problèmes reliés aux dettes injustes pour continuer de militer dans le cadre de référence de l'ONU. Et finalement, quand on parle de financement climatique, nous voulons qu'il y ait une augmentation des subventions canadiennes, car les subventions peuvent mener à bien les initiatives d'adaptation. Il y a donc, nous voulons qu'il y ait des initiatives sur le financement climatique. Donc, oui, si vous signez la pétition plus générale, vous pouvez signer celle-là, qui est davantage plus précise. Et c'est là-dessus que nous avons planché lors des derniers mois. Merci pour votre question, Pat. Luc, allez-y. Merci beaucoup pour la présentation. J'étais là également à Belém, donc c'est un plaisir de voir cette présentation. Ça m'a rappelé de très beaux souvenirs. Saskia, vous avez parlé de rencontres exploratoires. Vous avez parlé d'un observatoire ecclésiastique également. Donc, il y a les évêques des trois conférences continentales qui sont impliqués. Donc, je voulais en entendre davantage sur le sujet. Je pense qu'il y a un intérêt croissant, même de la part de nos évêques, de faire quelque chose de concret. Donc, je, je faisais partie de la délégation et il y avait Jan Hansen et Martin Liberté, deux évêques, donc, qui font partie du Conseil national. Je ne sais pas si vous le savez, mais ils étaient avec nous en tant que membres de Développement et Paix. Et un des évêques a dit qu'il ne voulait pas seulement représenter Développement et Paix, mais les églises au Canada. Donc, il voulait parler au nom des évêques canadiens. Et les évêques n'ont jamais euh, participé activement, officiellement de la sorte à une COP. Donc, je pense qu'il y a il y a eu un mouvement de feu après cette expérience. Et récemment, nous avons eu des rencontres avec différents évêques et l'évêque Young a parlé du besoin pour l'Église de faire quelque chose pour répondre à ce document, prendre des actions concrètes. Donc, ce qui est, ça a piqué ma curiosité quand vous avez parlé de cela. Oui, on a parlé de moments chirologiques, justement. J'ai parlé avec Nicolas Meyer, qui faisait partie du panel. Et de façon naturelle, nous avons eu une conversation par rapport à cet observatoire sur la justice climatique. On s'est demandé comment ça pourrait se concrétiser. Il a reconnu que c'était un gros projet, bien sûr. Ça implique non seulement le fondement théologique de l'Église, il y a la coalition et le réseau, mais ça implique également des capacités techniques qui ne seraient pas nécessairement au sein de l'Église. Ainsi, nous devrions peut-être contacter des universités pour réseauter et travailler avec le secteur de la recherche. Il a également dit qu'on ne veut pas qu'il y ait de doublons, on ne veut pas faire ce qui a déjà été fait. Donc, il y a des observatoires de justice climatique qui sont reliés à certaines universités catholiques, par exemple, mais nous nous sommes dit que nous pourrions avoir des séances de tempête d'idées où il pourrait y avoir des idées présentées.
Ainsi, nous pourrions en discuter avec d'autres réseaux catholiques qui sont présents au sein de communautés de recherche, des défendeurs également de territoires et de communautés. Donc, encore une fois, quand nous sommes revenus au Canada après la COP 30, Mettons l'accent sur l'Amazonie ou comme projet pilote ou créer de la visibilité pour euh, ceux qui risquent leur vie pour défendre leur terre. Et cela va inclure des religieux religieuses qui ont œuvré pour ces différentes causes. Donc, cette conversation a eu lieu ici, au Canada, au niveau local, mais ce lien avec Nicolas de Caritas International aux Amériques, pourquoi pas se réunir ensemble dans un même appel, éviter d'autres réseaux catholiques en même temps qui peuvent porter un intérêt. Mais en Amérique latine, on a déjà eu deux conférences téléphoniques. Il y avait de l'intérêt, mais il y avait aussi la question de qui, qu'est-ce qui sera produit suite à cela? Est-ce que c'est pour faire un rapport pour un forum international ou vers la communauté ou pour nous ici, pour le plaidoyer ici au Canada? Donc, c'est la partie en exploration présentement. On a une réunion prévue en mars. Développement et Paix est invité aussi pour ce partage d'idées. Puis on souhaite poursuivre ce dialogue et cette conversation en mars. Professeur Hernandez de l'Université Saint-Paul va construire ou préparer une proposition d'avoir un observatoire ou cette instance qui ne compte pas le nombre de décès. C'est pas là-dessus. C'est en lien avec les terres, en lien avec l'écologie intégrale. Donc, c'est un peu ça aussi. C'est encore embryonnaire, mais il y a beaucoup d'élan de pouvoir faire avancer et élaborer cela en plus concret. C'est bien, merci. J'espère qu'on va accepter l'invitation. Izzy. Moi, j'ai deux commentaires sur ceci. Si je peux, c'est pas une question encore, mais l'une, c'est, on peut tout le monde s'en rendre compte que il y a qu'un an, le pape François a sorti Laudate Deum, énoncé du Vatican pour pousser sur cela et le document qui était dans la présentation de Jen et Saskia, les évêques du Sud global, les cardinaux qui ont pris parole, ça c'est une avancée, tout un pas. Et dans ce document, ils demandent qu'il y ait un observatoire, il y en a plein au Vatican, mais celui-ci par rapport au changement climatique, mais qui serait dans le sud, dans l'Amazonie. Alors, j'espère que dans un an, Luc va annoncer que Développement et Paix vont financer ce programme-là. Ce serait merveilleux. Mais deuxième chose qu'on doit s'en rendre compte, c'est que la plupart ici font partie du ISG. Donc, toutes ces alliances et réseaux, les évêques, on a besoin de tout le monde pour la suite. Et oui, ce serait des évêques, des religieux, des laïcs du Sud global. On avance et on a encore bien du travail pour mettre tout ça ensemble. Puis je veux aussi dire que il y avait une question en français dont on a répondu dans le chat par Jen, mais une question au sujet de la pétition. Est-ce que tu pourrais le dire en anglais, comme ça tout le monde est au courant? Ben, c'est sûr qu'on a de l'interprétation. Ça me fait de la peine pour les francophones qui écoutent que de l'anglais, mais c'est vrai qu'on a l'interprétation avec nous. Donc oui, on travaille en coalition, transformer la dette en espoir. Donc, c'est Kairos, Développement et Paix, Conseil des Églises, qui inclut d'autres confessions, et nous, et CPJ.
on travaille ensemble pour cette pétition et particulièrement avec des membres dans les congrégations religieuses qui sont à l'aise avec le fait de rencontrer des ministres. On voulait pas dire à tout le monde de bouger puis de faire ça parce qu'on sait que il y a presque tout le monde qui est ici. Par exemple, vous connaissez vos ministres. Donc, d'avoir une trentaine de signatures, leur demander de lire, c'est faisable. Et comme ça, les gens vont en parler, ça va, et que les policiers vont pouvoir en parler. Je me fâche en écoutant les nouvelles. On parle trop de laisser tous nos règlements, toutes nos valeurs pour, soi-disant, l'économie. On veut parler de justement la dette, de transformer la dette d'ici avril à Ottawa. Donc, Agnès, tu as parlé du programme d'action La dot aussi. Avais-tu une autre question? C'est pas une question, mais parallèle à ce que nous sommes en train de faire, il y a aussi le synode luthérien, basé à Montréal, mais pas uniquement, aussi dans l'Est du Canada, font à travers le Carême une campagne d'interpeller les ministres, d'éliminer les subventions vers les combustibles. C'est, c'est une campagne peut-être pas aussi puissante, mais c'est des individus qui vont peut-être le faire ou n'ont pas l'expérience de le faire. Tandis que nous, notre document sera lu au Parlement, c'est pas pareil, mais il y en a d'autres, hein. D'autres groupes ancrés dans la foi, d'autres confessions qui portent le même message autrement. Qu'on en soit consciente, parce que j'invite les gens à soutenir les deux activités, le nôtre et ceux qui viennent de l'Église luthérienne. Puis on espère que des gens qui sont pas à l'aise dans une action peuvent faire l'autre. Merci de partager ça, c'est bien. Je veux aussi répondre. Il y a une autre personne. Si vous avez une question, levez la main, mais on a encore quelques minutes. Il y a Dan Smith qui se dit, est-ce qu'il y a des enjeux qu'on nomme qui peuvent être intégrés au processus synodal? Vous savez peut-être que j'étais sur le groupe d'études numéro 2 que le pape François avait établi pour regarder justement la question de cri de la terre et cri des pauvres, et notre rapport a été soumis au secrétaire du synode. Il faut que ce soit en bas de 5 pages, un rapport de synthèse. Ça leur a été remis, puis les résumés vont être publics bientôt. Donc, on espère que ça va aider à embarquer un peu le processus synodal sur des enjeux de justice, d'écologie pour l'Église catholique à travers le processus synodal. Il y a aussi quelques événements qui vont être planifiés pour poursuivre le dialogue et la conversation à travers le synode. Peut-être qu'on peut vous en partager. Diane, il y a un webinaire qui s'en vient. Puis je pense que Tara aussi qui est là avec nous, elle essaie de voir ce qui peut se faire avec l'évêque de Valleyfield, Monseigneur Alain Faubert, qui est le représentant nord-américain comme secrétaire du Synode, puis est très ouvert, puis essaie de faire bouger quelque chose au niveau de la conférence des évêques. Donc, il se peut qu'on voit des choses sortir bientôt. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Bon, j'en vois pas d'autres. Désolée, Joe. Je suis en train de copier la question qu'on avait eue de courriel. Noreen Walsh. On l'aime bien. Elle l'a envoyé par courriel. Donc, je sais pas si elle est avec nous.
Est-ce que fait répondre à la question? Comment les politiques du gouvernement présent vont avoir un impact sur le travail que nous devons nous orienter ou faire? C'est la grande question, ça, dit Geneviève. Ça devient un peu plus clair à quel point notre rôle est important. Nos voix sont de plus en plus nécessaires et que nous devons travailler encore plus fort. Le gouvernement actuel ne rend pas les choses faciles pour que des groupes puissent parler à des politiciens, des membres du cabinet. C'est très porte fermée, un peu hiérarchique. Ça rend notre travail plus difficile, mais ça nous encourage aussi à déployer notre créativité, à travailler davantage en coalition, des stratégies pour qu'on puisse justement avoir accès. Puis, je pense qu'on va avoir quelques luttes dans l'avenir. Oui, avec C15. Comme j'ai dit, c'est comme si on met tout à la porte à cause de l'économie. Puis c'est pas acceptable, ça. C'est le contraire de ce que nous voulons appeler et interpeller. On peut pas séparer l'économie des enjeux de société. Puis, donc, nous, on doit toujours dire cette voix, ramener ça. Et on veut compter sur vous dans vos rencontres. Et on est là comme ressource pour pouvoir vous aider aussi en poussant comme on peut aussi à Ottawa, comme on peut. Maintenant, on prend la question de Karen qui a levé la main. Oui, merci. J'aimerais savoir un petit peu sur ce que Jen donnait comme conseil au Vatican. Je me disais, pourquoi personne ne me pose la question? Vous vous rappelez, il y a une diapositive où j'ai dit il y a comme une dissonance. Drôlement, le Vatican s'est joint à l'accord de Paris, ça fait que 5 ans. Donc, en quelque sorte, les gens diplomatiques qui étaient au COP étaient en train de rattraper. Et ils ont invité, on était plus organisés, il y avait une présence catholique plus présente, nous ont invités à faire partie des groupes de travail. Donc, avec d'autres, j'ai donné un peu de conseils puis de pousser sur le programme de transition juste. Mais un drôle de moment qu'on a vécu au COP, tout le monde marche en train de regarder leur téléphone tout le temps parce que il y a un groupe WhatsApp. Je sais même pas combien d'affaires qu'on avait là. Vous allez vous rappeler probablement. Il y avait courriel, un groupe de chat avec les gens de développement humain, un autre chat avec le Vatican, un avec les groupes catholiques qui nous rappelaient que quand on allait à l'église, que ça allait compter comme notre dimanche. Puis je me suis dit, c'est ça que tu trouves le plus important à dire? Donc, les groupes écologiques au Canada, les groupes écologiques internationaux, et tous ces messages qui arrivaient l'un après l'autre. Et donc, à un moment donné, je sais pas là, j'ai vu des messages que le Vatican était allié avec l'Iran et UAI pour pousser sur les langages liés au genre. Et les groupes écologiques ont dit, mais avez-vous entendu ce que fait le Vatican? On doit dire ça publiquement pour qu'ils aient honte. Et donc, là, l'autre chat qui disait, oh mon Dieu, ils apprennent que ils vont nous faire honte publiquement, ils vont nous interpeller. Puis là, je me dis, comment on a toutes croisé ces affaires-là à travers ces différents groupes? Bon, si jamais le Vatican veut s'aligner avec Iran et les UAE, on doit se poser des questions. C'est pas eux qui protègent les droits humains. Mais le Vatican a fait marche arrière et a, bon, disons, géré le problème par rapport au genre et
ils ont agi autrement. Mais c'était un exemple concret de l'utilisation de la société civile pour mettre de la pression sur différents groupes dans les différents canaux de communication. Merci. Je n'ai pas le numéro de téléphone de personne au Vatican, donc je n'ai pas de traces. Agnès a levé la main et il y a une photo. Ah, en fait, je voulais applaudir et féliciter Jen pour avoir mis en lumière cette dissonance. Il faut que les gens sachent quel genre de message circule. Donc, il y a une différence entre la délégation euh, qui se prononce dans ces conférences et les groupes qui tentent de les influencer. Je, Luke a écrit dans le clavardage, bon, pour ceux que ça intéresse, euh, il y a les deux évêques, donc, qui font partie du projet de la délégation de développement de paix. Donc, il y a eu un excellent webinaire que Développement et Paix a fait après le retour de la délégation. Ceux que ça intéresse pour faire suivi peuvent le faire. Donc, je pense que c'est intéressant pour les gens de savoir qu'en planifiant ce webinaire, nous voulions qu'un évêque participe. Il n'était malheureusement pas disponible, mais nous voulons continuer de collaborer ensemble avec Développement et Paix et les soutenir pour aller de l'avant, car ce sont des alliés naturels. Désolée, j'ai, Luc, j'ai pris des photos de votre site web de la COP30. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Autrement, je vais céder la parole à Jenny Saskia. Merci aux interprètes qui nous ont permis, qui nous ont soutenus, et merci à Saskia d'avoir présenté le contenu et d'avoir partagé son expérience personnelle. Merci énormément. Passez une excellente fin de journée.